Merci beaucoup. Je remercie la Société tunisienne de gynécologie obstétrique et son président, M. Bachir Zouaoui, et notre ami Tahar Makhlouf et les autres pour cette invitation d'être associés à cette société pour présenter un cours sur la rupture prématurée de membrane. Je les remercie pour les thèmes qui sont choisis, qui sont excellents, et aussi la qualité des orateurs invités. La rupture prématurée de membrane, on m'a chargé de faire les étiologies et les conséquences. La première présentation a quand même appris beaucoup de choses qui concernent ma présentation. Je vais être quand même bref sur ce qui a été déjà dit et je vais essayer de donner quand même quelques explications et sur les autres. Tout d'abord, la rupture prématurée des membranes a été déjà définie. Donc, c'est une pathologie qu'on rencontre dans 3 à 10% des grossesses. Selon la littérature, il y a cette fréquence qui change d'un pays à l'autre ou d'une équipe à l'autre. Donc, elle a des conséquences qui sont graves sur le plan fœtal toujours. Sur la prématurité, qu'on connaît que c'est une complication ou conséquence très grave pour l'enfant parfois, vu que si le terme est précoce. Et encore les infections qui peuvent aller de simples infections jusqu'à la chorioamniotite et ses complications, et la procédance du cordon qui est une urgence extrême aussi qui nécessite la prise en charge rapide de cette grossesse. La séquence des événements, c'est une déchirure de membrane, donc qui comprend une distension déjà de membrane avec perte d'élasticité. Et c'est ça qui va expliquer la majorité des étiologies, que cette perte d'élasticité est très importante. La séparation de l'aménios et le chorion aussi, au niveau de la couche spongieuse, et la fracture du chorion. Et finalement, la distension de l'aménios qui va faire hernie au niveau par la déchirure du chorion et finalement une rupture prématurée de membrane. Les séquences donc sont là. Et la rupture prématurée de membrane est une complication de la grossesse qui peut engendrer une morbidité, comme on a dit, et une mortalité néonatale très importante. Que les étiologies de cette rupture prématurée de membrane ne sont pas très loin de facteurs de risque aussi. Donc, c'est des facteurs étiologiques en telle sorte, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont intriquées, et ces facteurs de risque et ces étiologies sont quand même intriqués. Il y a des facteurs favorisants qui sont personnels, d'autres qui sont traumatiques, d'autres itérants, et des facteurs infectieux surtout, et les facteurs ovulaires. L'amincissement des membranes apparaît plutôt généralisé lorsqu'on s'approche du terme, alors qu'avant le terme, c'est un peu localisé. On va avoir une fissuration peut-être. Donc, chaque fois qu'on s'approche du terme, la rupture et la zone qui est amincie va être plus importante. Il y a une surdistension causée par les grossesses multiples, par exemple, l'hydraméniose, la macrosomie fœtale. Les présentations irrégulières aussi peuvent entraîner cette surdistension. L'abéance cervicale, le placenta prévia et la menace d'accouchement prématuré et l'insertion marginale du cordon ne sont pas à une origine d'une surdistension, mais peuvent entraîner quand même un amincissement des membranes. Et par le même phénomène, on va se retrouver avec une rupture prématurée de membrane. Quels sont les facteurs chimiques ou nutritionnels? Il y a des modifications de la synthèse, de la structure de collagène, parce que toute élasticité, c'est en rapport avec le collagène. Donc, toute modification de cette structure collagéneuse va entraîner un problème au niveau des membranes, ce qui entraîne une élasticité très importante avec une surdistension et finalement fragilisation de ces membranes. Pardon, ça se coule rapidement, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, on a observé quand même que la concentration sérique diminuée de cuivre et de zinc peuvent se retrouver en cas d'RPM. En plus, l'absence aussi de vitamine C aussi et leur diminution peut entraîner aussi une RPM. De nombreuses études parlent de l'infection et l'infection reste quand même l'étiologie majeure de chaque rupture prématurée de membrane. Parce qu'au niveau du vagin, il y a des germes. Ces germes, il y a des germes qui s'en profitent, qui vont protéger contre l'infection. Il y a d'autres qui vont jouer un rôle pathogène en cas de problème immunologique ou infectieux ou une fragilisation. Donc, de nombreuses études démontrent que la proportion importante des patientes sont atteintes d'une infection. La dégradation du collagène peut être induite par une libération directe de protéases. Et ces enzymes
vont attaquer les membranes, ce qui va entraîner une fragilisation et une rupture. L'explication physiopathologique de cette étiologie par infection va être schématisée comme ça. Tout d'abord, il y a une infection endocervicale et amniotique. Il y a une libération de phosphatase A2 bactérienne, les interleukines maternelles et les endotoxines bactériennes. Finalement, il y a une augmentation de prostaglandines. Ces prostaglandines vont donner des contractions utérines. Et les contractions utérines associées à une maturation cervicale, c'est l'effet de prostaglandine connu. Chaque fois on a un décollement, chaque fois on a des manifestations au niveau du pôle inférieur de l'œuf. Et ce qui va donner une dilatation cervicale avec exposition de la poche des os qui était protégée par l'orifice interne du col et par la fermeture de ce col. En même temps, il y a les élastases granulocytaires qui vont être libérées, les peroxydes aussi antimicrobiens, et une augmentation de l'hydrolyse de protéines membranaires et une diminution de collagène type 3. Donc cette fragilisation en présence de contractions utérines et en présence de la dilatation cervicale va entraîner une rupture prématurée de membrane. Donc c'est ça l'explication. Tout phénomène inflammatoire, même qui n'est pas causé par l'infection, peut entraîner le même schéma à partir des prostaglandines parce qu'il y a toujours ces libérations de ces agents qui vont entraîner cette fragilisation et en présence de contractions utérines, on se retrouve avec une rupture prématurée de membrane. Les agents infectieux responsables sont connus depuis longtemps. Leur fréquence change parfois, mais les Escherichia coli restent les germes, les streptocoques, les chlamydiés, les listeria et les klebsiella. De nombreuses études ont montré que le Klebsiella n'est pas vraiment responsable d'une infection qui va entraîner la rupture prématurée de membrane, sauf pour dans la littérature, il y a seulement quelques articles qui parlent de sa responsabilité de ces germes. Autre mécanisme qui peut être aussi responsable de la rupture prématurée de membrane, c'est que le même phénomène inflammatoire et la libération des interleukines et des antioxydants peuvent entraîner une RPM. L'exemple de l'hypertension artérielle et la prééclampsie, ce papier évoque une relation entre la maladie hypertensive et la rupture prématurée de membrane par le biais de stress oxydant et libération de cytokines et une altération des collagènes, ce qui va entraîner le même problème qu'on a déjà vu comme l'infection. Ce travail déjà, il y a 200 000 femmes éligibles pour ce travail et finalement, le risque relatif était de 2,27 pour un intervalle de confiance entre 1,78 à 2,88 avec une relation positive, corrélation positive entre l'hypertension artérielle et la présence de la rupture prématurée de membrane. Dans une revue d'immunologie aussi, ce phénomène inflammatoire immunologique a été étudié. Donc, ils ont trouvé que par le biais d'une inflammation de membrane localisée et d'un remodelage des tissus pendant la grossesse, ce qui va entraîner la rupture prématurée de membrane. Et c'est une étiologie aussi de la menace d'accouchement prématuré. Il y a d'autres causes qui ne sont pas infectieuses, qui sont soit traumatiques. Le traumatisme abdominal avec un choc direct peut entraîner une déstabilisation de membrane et finalement une fragilisation, et ce qui va entraîner quand même une rupture prématurée de membrane. Les touchés vaginaux itératifs aussi vont fragiliser la membrane par un biais mécanique et par libération de prostaglandines et en même temps par le biais de l'infection, parce que chaque fois quand on va utiliser, même le toucher à membrane intacte peut être nocif. Donc c'est pour cela dans toutes les recommandations on parle d'éviter les touchés vaginales s'il n'y a pas des signes cliniques qui sont patents comme des contractions utérines. L'amniosynthèse aussi peut causer une rupture prématurée de membrane. Le cerclage aussi. La fétoscopie, qui est faite actuellement par les chirurgiens pédiatres, c'est pour traiter en anténatal quelques malformations, peut entraîner aussi une rupture prématurée de membrane, malgré que le mécanisme n'est pas très bien expliqué. Peut-être c'est multifactoriel, parce qu'il y a la perforation de membrane avec le trocar, la distension de l'utérus avec le CO2,
et peut-être par la dilution des liquides amniotiques résiduels pendant la fœtoscopie qui va donner quand même un affaiblissement de ces membranes et ce qui va entraîner finalement une surdistension, un décollement de ces membranes et finalement une rupture prématurée de membranes d'origine mécanique. Je n'ai pas parlé beaucoup sur ce qui a été déjà dit, mais en résumé de ces facteurs de risque ou de étiologies, il y a des facteurs physiologiques comme la distension utérine, le mouvement fœtaux, les contractions utérines, la pression barométrique, où il y a d'autres facteurs qui sont liés iatrogènes, comme le toucher vaginal, l'amnioscopie, l'amniosynthèse, le cerclage, les biopsies trophoblastiques, la ponction du cordon et la fœtoscopie. Il y a des causes qui sont chimiques ou nutritionnelles aussi, la malnutrition avec l'absence ou la diminution de vitamine C, le cuivre et le zinc. Autres vitamines aussi ou des maladies de vitaminose peuvent entraîner cette fragilisation de membrane parce que c'est un effet directement sur le collagène. Les maladies de collagène comme le syndrome d'Ehlers-Danlos, le tabagisme et les facteurs toxiques comme l'intoxication au plomb peuvent être aussi des étiologies. La fragilisation de membrane par le biais des infections déjà a été citée, on a déjà expliqué ça, par l'infection urinaire, l'ischémie, la surdistension, qui est en rapport avec le contenu utérin, soit une macrosomie fœtale, soit une grossesse multiple, soit l'hydramniose par présence de tumeurs fibromes associés à la grossesse, la pression irrégulière, la présentation irrégulière et peut-être aussi d'autres étiologies, comme on a dit, sans distension, c'est l'abéance cervicale. Et on sait très bien que la fermeture du col par l'orifice interne et l'orifice externe protège le pôle inférieur de l'œuf contre l'infection, contre le traumatisme. Et si on a une béance cervicale dès le début de la grossesse, on est déjà en contact direct avec les germes, la fragilisation des membranes et finalement va causer une rupture prématurée des membranes. L'insertion marginale du cordon aussi peut être une cause fragilisante entraînant ça. Les femmes à risque pour les étiologies iatrogènes, les multiparités, l'âge élevé, les bas niveaux socio-économiques et la récurrence de ces RPM. Ça, c'est la même chose, c'est les causes en fonction de notre classification des causes. Concernant les conséquences, la rupture prématurée de membrane reste toujours un problème de santé publique, un problème au niveau de la maternité de l'obstétrique, parce que les conséquences sont plus souvent fétales. C'est la prématurité, c'est l'infection aussi, malgré que l'infection est une cause, peut être aussi une conséquence et une conséquence grave. La durée moyenne de latence avant la naissance varie entre 3 ou 10 à 21 jours. Cette durée de latence a une importance capitale parce que c'est une durée d'exposition à l'infection. Donc, qui nécessite une surveillance pendant toute cette durée. À tout moment, il y a un risque de l'infection fœtale, puis la chorioamniotite. L'infection est souvent la cause de la rupture prématurée de membrane, ce qui est déjà dit, et peut-être aussi une conséquence. Mais il est classique de dire que l'infection précède la rupture de la poche des os. Peut-être n'a pas été découverte, malgré qu'il y a de recommandations de faire un prélèvement systématique à 34 semaines d'amener à la recherche de l'infection, mais parfois on ne trouve pas une infection, ou parfois cette infection n'a pas été cherchée, et finalement la rupture prématurée de membrane va survenir, et finalement l'infection va persister et va attaquer l'enfant et la mère. Elle se propage parfois funiculaire, transcutanée, transmuqueuse, pénétrant dans le fœtus par le tube digestif, par les voies respiratoires, les fosses nasales, les canaux auriculaires, d'où l'intérêt de prélèvement à la naissance par ces orifices. Si elle a un meilleur pronostic que la chorioamniotite avérée, elle peut justifier quand même un déclenchement du travail ou arrêt de la grossesse quand on a une infection sûre que c'est une infection amniotique. L'orientation de recherche est triple, bactériologique, biologique, bactériologique et échographique pour trouver réellement les diagnostics. Parfois, on a des signes qui sont en faveur de l'infection et cliniquement, on n'a pas ces signes en faveur de l'infection, ce qui donne quand même des décisions très difficiles de sortir l'enfant ou dire que l'infection a d'autres origines. Donc, il faut une recherche étiologique. Les germes en cause sont presque les mêmes. Le Escherichia coli, toujours pas en tête, le premier germe responsable de cette infection amniotique. Et c'est le premier germe responsable aussi
de la cause, le streptocoque B, les Klebsiella, les entérocoques et les autres. Le gonocoque est assez rarement retrouvé, les colibacilles aussi, les Klebsiella plus rarement aussi retrouvés, les chlamydia, les trichomatis, les mycoplasmes sont des germes trouvés avec une fréquence plus faible. En ce qui concerne les lactobacilles et le risque négatif, Madame Leila a déjà parlé de ça. C'est très important de dire que ce sont des germes qui se retrouvent dans le vagin et qui vont faciliter une protection. Et ces germes, quand il est absent dans le prélèvement, présent dans le prélèvement, il signifie quand même que le risque est minime pour l'infection parce que ces germes ont une importance capitale à raison de production d'hydrogène peroxyde pour inhiber la prolifération des autres agents infectieux, les enzymes qui vont attaquer le collagène. Donc, il va inhiber ces enzymes et finalement, c'est un germe protecteur. Le diagnostic se fait par prélèvement amniotique au spéculum, sous spéculum, le prélèvement de l'endocole par sonde et un prélèvement par l'amniosynthèse. Cette infection, parfois, elle est grave. Et on a vu chaque fois que quand on a une rupture prématurée de membrane, quelques cas qui évoluent vers la chorioamniotite, qui est une urgence obstétricale de gravité extrême. Les critères diagnostiques de cette infection ne sont pas uniformes selon les auteurs, mais on retient quand même la présence ou d'un ou de plusieurs de ces études, de ces signes cliniques. Tout d'abord, les contractions utérines qui vont être accentuées, l'hyperthermie maternelle, l'hyperleucocytose supérieure à 15 000, la tachycardie maternelle et la tachycardie fœtale qui peut précéder la tachycardie maternelle sur l'RCF, un utérus douloureux à la palpation et un liquide amniotique fétide ou parfois qui change de couleur rapidement. La deuxième de ces conséquences graves de l'RPM, c'est la prématurité. Et cette prématurité dépend des termes de la rupture prématurée de membrane. Donc, chaque fois où la rupture prématurée de membrane est précoce, nous sommes devant quand même des cas de prématurité grave ou de prématurité, de grands prématurés qui sont difficiles à prendre en charge dans les services de néonatologie. Donc, chaque fois qu'on a une RPM, il faut toujours discuter avec l'équipe de néonatologie pour classer ce type de prématurité et à quel moment on peut intervenir. Mais le problème de l'RPM, ce n'est pas ça seulement, ce n'est pas comme la prématurité avec la menace d'accouchement prématuré, c'est qu'on est guidé parfois par l'infection, guidé par les complications, on est obligé d'arrêter cette grossesse même sans avis de néonatologie. Elle est fréquente, la prématurité. Donc la prématurité, c'est une complication majeure qui peut aller jusqu'à 78% des cas. Et parfois, on parle que la rupture prématurée accélère la maturité pulmonaire, mais finalement, sur la littérature, il n'y a pas quelque chose qui est sûr de cette idée de dire que l'RPM peut accélérer la maturité pulmonaire. La présentation de siège, même chose pour la prématurité. On sait que la présentation normale avant le terme, en général, c'est une présentation de siège, jusqu'à 96% des cas. Puis le bébé va changer la position à la fin pour devenir une présentation céphalique. Donc chaque fois on est devant une prématurité, on est devant des présentations imposées qui sont des présentations de siège. Et à l'absence des liquides amniotiques aussi va donner une persistance de cette présentation même jusqu'à terme. Si le liquide amniotique est trop diminué, c'est très difficile d'avoir une présentation qui va changer. La rupture prématurée de membrane aussi assombrit légèrement le pronostic de cette présentation de siège. Et on sait très bien que dans le facteur pronostic de la présentation de siège, pour décider un accouchement, un mode d'accouchement en présentation de siège, la RPM constitue un élément pronostic très important. S'ajoute la prématurité aussi, donc la décision va quand même être une autre décision en fonction du poids fœtal, des termes et de la durée de l'RPM. L'oligoamniose précoce est prolongé, donc quand il est avant 26 semaines d'aménorrhée, il est responsable de déformation des extrémités, d'arthrogrypose, de craniosténose. Parfois, c'est un véritable syndrome de Potter, avec quand même le risque majeur, c'est l'insuffisance de développement du thorax. Il est comprimé par le muscle utérin et finalement, il va donner une déformation
et une hypoplasie pulmonaire quand la durée de l'RPM est très importante, et quand l'RPM avant 26 semaines d'aménorrhée, et quand l'index amniotique est très réduit. Finalement, il va entraîner les triades d'oligoamniose, qui est l'ankylose des membres, immobilisation prolongée des nouveau-nés, fléchissement du coude, des genoux, des pieds, mains boîtiers, pieds varices, faciès similaires en syndrome de Potter, nez aplati, oreille aplatie, basse insérée, menton fouillant. Et d'autres complications peuvent être entraînées par cette RPM quand l'oligoamniose va durer, c'est le retard de croissance intra-utérin et l'hypoplasie bien sûr pulmonaire qui constitue 6% des complications de l'RPM prolongée. Les conséquences sont en rapport avec les termes, bien sûr, la durée de la rupture prématurée de membrane, l'infection et la prématurité qui dominent ces conséquences, sans oublier quand même les conséquences de la prématurité, leucomalacie, les complications ophtalmologiques et les complications intestinales. Finalement, toutes ces complications sont en rapport avec une rupture prématurée de membrane qui s'aggrave chaque fois quand on est très loin du terme. Pour dire finalement que la rupture prématurée de membrane est une pathologie grave, sa prise en charge est rapide, la recherche étiologique est très importante et parfois n'aboutit à rien, elle est très difficile, les complications sont parfois graves, sont dominées par la prématurité et l'infection fœtale. Merci.